Comprendre la philosophie de Rousseau grâce à Netflix, comprendre le stoïcisme grâce à la crise Covid, ou le concept freudien de sublimation grâce à Rocco Siffredi, c'est la promesse de ce livre, La philosophie c'est pour vous aussi, disponible sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies, un livre qui va vous prouver que la philosophie c'est pour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Ayn Rand et de l'égoïsme. Si vous faites partie de ceux qui considèrent qu'être égoïste, c'est mal, je vous préviens tout de suite que vous risquez de ne pas du tout apprécier Ayn Rand. Et si vous estimez au contraire qu'être égoïste, ce n'est pas mal, que ce n'est pas un gros mot l'égoïsme, que ça peut même être une qualité, alors je pense que vous allez bien vous entendre avec Ayn Rand. Parce qu'Ayn Rand est justement quelqu'un qui considère que l'égoïsme n'est pas quelque chose de condamnable, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est aussi quelqu'un qui considère que nous sommes tous égoïstes, mais que certains veulent se convaincre qu'ils ne le sont pas. Ils masquent leur égoïsme derrière un voile d'altruisme. En clair, pour Ayn Rand, dénoncer l'égoïsme, et en particulier dénoncer l'égoïsme des autres, c'est dans le meilleur des cas de l'hypocrisie, dans le pire, de la malhonnêteté. Pour elle, il faut assumer notre égoïsme, parce que si on y regarde de plus près, on va s'apercevoir que l'égoïsme a des bienfaits, qu'il a des vertus, et que ce qu'on appelle l'altruisme n'est peut-être pas aussi reluisant que ce qu'on en dit. Et on va voir pourquoi dans cet épisode. Mais avant ça, quelques éléments sur la vie d'Ayn Rand, puisque vous allez voir que ça aide à comprendre le personnage. Donc Ayn Rand est une intellectuelle américaine née en 1905. Je dis intellectuelle parce qu'Ayn Rand est à la fois philosophe et romancière. Et je dis américaine même si en réalité, Ayn Rand est d'origine russe. Elle est née Alissa Rosenbaum, dans une famille de la petite bourgeoisie juive de Saint-Pétersbourg. Son père était propriétaire d'une pharmacie. Et si on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'Ayn Rand a renié ses origines, elle a en tout cas renié sa patrie d'origine, la Russie. Plus exactement, la Russie communiste, l'URSS. Alissa a 12 ans quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, et elle assiste, impuissante, à la collectivisation de la pharmacie de son père. La famille Rosenbaum quitte alors Saint-Pétersbourg, ils s'installent en Ukraine, puis en Crimée, et donc dès ce moment-là, Alissa comprend qu'elle ne fera pas sa vie en Russie. Elle sait qu'elle ne veut pas faire sa vie dans un pays communiste, puisque pour elle, communisme égale collectivisation, et collectivisation égale confiscation. Collectivisation égale dépossession. On n'est pas en train de se demander si elle a raison ou tort, on n'est pas en train de se demander si le communisme c'est le mal, ou si c'est le capitalisme qui est le mal. On est en train de chercher à comprendre. On est en train d'analyser la genèse de sa pensée. Parce que même si je suis le premier à dire qu'on ne peut pas résumer la pensée d'un auteur à sa biographie, puisque l'inspiration n'est pas quelque chose de purement événementiel, le fait est que l'œuvre d'Ayn Rand est traversée par la critique du communisme. Et il est évident que si elle n'avait pas vécu ce traumatisme, son anticommunisme n'aurait sans doute pas été aussi radical. Alors si Ayn Rand est relativement peu connue en France, aux États-Unis en revanche, ses idées ont eu une grande influence. Son nom est cité par des présidents, par des entrepreneurs, par des célébrités, que ce soit pour en faire l'éloge ou pour la critiquer. Ayn Rand est quelqu'un qui divise et qui ne laisse personne indifférent. Et ce qui a sans doute contribué à sa renommée, c'est non seulement la radicalité de ses idées, mais c'est aussi le support qu'elle a choisi pour les diffuser, à savoir le roman. Ses deux romans les plus connus étant Atlas Shrugged, en français La Grève, et The Fountainhead, en français La Source Vive. Et de la même façon que Deleuze disait que les personnages des dialogues de Platon étaient des personnages conceptuels, c'est-à-dire des personnages qui incarnent une idée, qui incarnent une vision du monde, on retrouve exactement la même chose avec les personnages d'Ayn Rand, notamment son personnage d'Howard Roark,
qui incarne l'idée fondamentale d'Ayn Rand. Et quelle est l'idée fondamentale d'Ayn Rand? C'est que l'égoïsme est une vertu. Rien que ça. L'égoïsme est une vertu, sous-entendu, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. À savoir que l'égoïsme serait un vice. Alors, qui est ce on? On veut nous faire croire que l'égoïsme est un vice. Ce on, c'est la pensée dominante depuis l'avènement des religions. Donc ça date pas d'hier. La morale religieuse condamne l'égoïsme. Elle nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à nous sacrifier pour les autres, et à en rabattre sur nos désirs. Et là où c'est intéressant, c'est que, pour Ayn Rand, les systèmes moraux qui ont succédé aux religions, donc les morales non religieuses, n'ont en réalité rien changé par rapport à la question de l'égoïsme. Elles n'ont fait que remplacer Dieu par des notions laïques. L'État, la société, autrui. En clair, Ayn Rand renvoie dos à dos tous les systèmes moraux depuis l'Antiquité qui ont tous en commun de faire de l'égoïsme quelque chose de condamnable, pour ne pas dire quelque chose de honteux. Elle renvoie dos à dos le christianisme et l'utilitarisme. Et il est vrai que, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, l'utilitarisme ne prône pas l'égoïsme. L'utilitarisme prône le plus grand bonheur du plus grand nombre. Dans une perspective utilitariste, si le sacrifice de notre propre bonheur peut contribuer à augmenter le bonheur global, c'est-à-dire concrètement le bonheur des autres, le bonheur de la société, alors il faut sacrifier son propre bonheur. Et ça, c'est quelque chose qu'Ayn Rand n'accepte pas. Elle n'accepte pas ce qu'elle appelle la morale sacrificielle, c'est-à-dire la morale qui repose sur le sacrifice de soi au bénéfice des autres. Elle a une formule choc pour désigner ce type de morale, elle appelle ça le cannibalisme moral. Cannibalisme moral, ça veut dire la morale qui nous ronge, la morale qui nous dévore, et qui nous pousse à nous dévorer les uns les autres. Rien n'est plus faux, selon Ayn Rand, rien n'est plus contraire à la réalité, que l'idée selon laquelle il faudrait sacrifier nos propres intérêts pour augmenter le bonheur de tous. Pour elle, c'est exactement le contraire. C'est seulement si chacun travaille à son propre bonheur, à son bonheur personnel, pas au bonheur des autres, que l'humanité a une chance d'atteindre ce bonheur. Pas en faisant dépendre notre bonheur du bon vouloir des autres. Pas en faisant dépendre notre bonheur du sacrifice des autres. Ce que reproche Ayn Rand à la morale altruiste, c'est qu'elle repose sur la prise en otage de l'autre, sur sa réification. La réification, c'est le fait de transformer une personne en chose, en objet, et donc de nier sa liberté, de nous approprier sa liberté. Or ça, nous dit-elle, ça peut pas marcher. On ne peut pas demander aux gens de renoncer à leurs intérêts. On ne peut pas demander aux gens de faire passer les intérêts des autres avant leurs propres intérêts. Parce que nous sommes structurellement égoïstes. Le mot important ici, c'est structurellement. Nous sommes structurellement égoïstes, mais à cause de millénaires de conditionnement moral et religieux, pour ne pas dire d'aliénation morale et religieuse, on considère qu'il faudrait en avoir honte, qu'il faudrait réprimer notre égoïsme. Parce que c'est mal. Penser à soi, c'est mal. Défendre ses intérêts, c'est mal. Faire passer les autres après soi, c'est mal. Eh bien ça, c'est tout ce qu'Ayn Rand dénonce. Ce qu'elle dénonce, c'est l'altruisme obligatoire. C'est l'altruisme forcé. Et qui justement, parce qu'il est forcé, perd toute sa valeur. Que vaut un altruisme non volontaire ? Que vaut un altruisme qui n'est pas motivé par un désir d'altruisme ? La réponse d'Ayn Rand est très claire, il ne vaut rien. Ou plutôt, sa seule valeur, c'est de nous rendre allergiques à l'altruisme. C'est de nous faire associer l'altruisme à la contrainte, à la privation, au sacrifice, et donc à l'injustice.
C'est ça le propos d'Ayn Rand. C'est de montrer qu'en érigeant l'altruisme en vertu et en dégradant l'égoïsme en vice, on a imposé à l'humanité un système moral qui va contre sa nature et qui, précisément parce qu'il va contre sa nature, ne peut être que rejeté. Elle le dit clairement. Pourquoi les êtres humains sont-ils immoraux ? Parce que la morale qu'on voudrait qu'ils suivent n'est pas tenable. Et on s'étonne ensuite que cette morale qui n'est pas tenable ne soit pas tenue. Elle est là l'absurdité. Si on veut que les individus obéissent à la morale, encore faut-il que cette morale soit réaliste. Réaliste, c'est-à-dire fondée sur la réalité. Pas sur des idéaux, pas sur des rêves, pas sur du vent. Surtout quand ce vent risque de se transformer en tornade et de tout détruire. Pour Ayn Rand, l'altruisme obligatoire est une morale de la dévastation. C'est une morale qui détruit tout, qui détruit la confiance, qui détruit la liberté, qui détruit la responsabilité et qui, in fine, détruit le bonheur. Vivre et laisser vivre, une expression qu'on retrouve dans le Faust de Goethe, voilà qui résume la position d'Ayn Rand en matière de morale. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir rentrer dans le détail de la philosophie morale d'Ayn Rand et se pencher sur la manière dont elle justifie philosophiquement le principe d'égoïsme. Donc pour ça, on va se baser principalement sur son livre La vertu d'égoïsme, qui est une compilation de plusieurs conférences qu'elle a données dans les années 60, et qui offre un complément philosophique à ces deux romans que j'ai cités précédemment. Dans La vertu d'égoïsme, Ayn Rand commence par se poser une question, la question de base, à savoir, qu'est-ce que la morale ? Elle répond assez simplement à cette question en disant que la morale, c'est un code de conduite. Et c'est un code de conduite qui est structuré autour de ce qu'on appelle des valeurs. Qui dit morale dit nécessairement valeur morale. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Puisqu'Ayn Rand nous dit « Comment définit-on une valeur ?» Si vous préférez, qu'est-ce qui fait qu'une valeur est une valeur ? Qu'elle a de la valeur, précisément. Parce qu'après tout, mes valeurs ne sont pas forcément vos valeurs. Et vos valeurs ne sont pas forcément les valeurs de votre voisin. C'est très subjectif, une valeur. C'est très arbitraire. Eh bien, d'après Ayn Rand, non. C'est pas arbitraire. C'est objectif. Ça, c'est un mot très important de la pensée d'Ayn Rand, l'objectivité, au point d'ailleurs que son système moral, elle l'appelle l'éthique objectiviste. Éthique objectiviste parce que fondée sur l'objectivité. Qu'est-ce que c'est l'objectivité ? C'est ce qui ne dépend pas du point de vue. C'est ce qui ne dépend pas du contexte ou de la sensibilité personnelle. C'est ce qui est conforme à la réalité. Et qui, à ce titre, est vrai pour tout le monde. Et valable pour tout le monde. Quand on parle de valeur morale, la plupart d'entre nous sommes tentés de dire qu'il n'y a pas de valeur objective. Pourquoi ? Parce que les valeurs morales sont des inventions humaines. Or, une invention s'inscrit toujours dans un contexte donné, dans une époque, dans un lieu, dans une culture, dans un système économique. Les valeurs ne viennent pas du ciel. Elles sont toujours enracinées. Elles sont toujours le reflet d'une matérialité historique. Les valeurs du chinois ne sont pas les valeurs du britannique. Les valeurs du chrétien ne sont pas les valeurs du juif. Les valeurs du propriétaire ne sont pas les valeurs du prolétaire. Eh bien, ce que nous dit Ayn Rand, c'est que, si, les valeurs sont objectives. Contrairement à ce qu'on croit, la morale est objective. Et c'est là qu'elle va exposer sa démonstration. Donc soyez attentifs, on va y aller étape par étape. Première étape, la notion de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur ? Ayn Rand nous dit, une valeur, c'est une idée qui protège ce qui a de la valeur. Je répète, une valeur, c'est une idée qui protège
ce qui a de la valeur. Tout tient dans cette phrase. Or, quelle catégorie d'individus cherche à protéger ce qui a de la valeur? Réponse: les êtres vivants. Il faut être vivant pour considérer qu'il y a quelque chose qui a de la valeur. Vous pouvez retourner ça dans tous les sens. Il n'y a de valeur que pour les êtres vivants. Et quelle est cette chose qui a de la valeur? C'est la vie. La matière n'a pas de valeur. Une pierre, une météorite, ou même un robot, ça n'a pas de valeur. Pourquoi la matière n'a pas de valeur? Parce que sa vie n'est pas en jeu. Et c'est là où il faut faire le lien entre valeur au sens de valeur morale et valeur au sens de ce qui a de la valeur. Parce que pour Ayn Rand, c'est la même chose. La matière n'a pas de valeur au sens où on ne lui accorde pas de la valeur, et la matière n'a pas de valeur au sens où elle n'est pas animée par des valeurs morales. Rappelez-vous ce que je disais. Les valeurs morales sont des valeurs en tant qu'idées qui protègent ce qui a de la valeur. Or, ce qui a le plus de valeur pour un être vivant, la valeur suprême, la valeur qui détermine toutes les autres valeurs, c'est la vie. Dans l'univers, la matière se conserve. Alors, certes, elle se transforme, mais se transformer, c'est se conserver. Donc si vous préférez, la matière n'est jamais menacée d'extinction. Sa vie n'est pas menacée puisqu'elle n'a pas de vie. Elle n'a rien à protéger. Elle n'a rien à préserver. Elle n'a donc pas de valeur. Les êtres vivants, eux, ont quelque chose à protéger. Eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre vie. Que ce soit les êtres humains, les animaux ou même les végétaux. De la bactérie à l'être humain, en passant par le tournesol ou la limace, nous sommes tous animés de ce que Schopenhauer appelait un vouloir vivre. Et ce vouloir vivre est d'autant plus essentiel, il est d'autant plus structurant, que notre durée de vie n'est pas illimitée. Comme je dis souvent, un vivant, c'est un mourant en devenir. Si nous étions immortels, notre vie n'aurait finalement pas tant de valeur que ça. C'est la mortalité qui confère un caractère précieux à la vie. C'est la mortalité qui confère à la vie sa valeur. Donc, si on suit la logique d'Ayn Rand, les végétaux et les animaux devraient avoir des valeurs. Oui, puisqu'ils ont quelque chose qui a de la valeur pour eux, à savoir la vie. Oui, mais non. Oui, parce qu'ils sont effectivement attachés à leur vie. Mais non, parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque la conscience. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Que si, les animaux ont une conscience. Oui. Mais ils n'ont pas une conscience au sens où Ayn Rand définit la conscience, à savoir comme raison. La raison étant ce qui rend possible le choix. Chez l'animal, il y a une conscience sensorielle, mais il n'y a pas une conscience rationnelle. Une conscience qui débouche sur la possibilité de choisir. Pour prendre un exemple, si vous donnez de l'eau à une plante, elle va la boire. Enfin, elle va l'absorber. Boire, c'est déjà faire de l'anthropomorphisme. De la même façon, si vous donnez à manger à un animal, il va manger. Il va manger, j'allais dire, sans se poser de questions. Il va pas se demander, par exemple, si vous avez cherché à l'empoisonner. Il va pas se demander si, en lui donnant à manger, vous cherchez à profiter de lui. Il va manger parce que c'est dans son instinct. Et c'est ça qui fait toute la différence entre d'un côté les végétaux et les animaux, et d'un autre côté les êtres humains. L'être humain, lui, peut se poser des questions. Il peut se demander, mais pourquoi il me donne à manger, lui? Qu'est-ce qu'il va se passer si j'accepte? Est-ce que c'est une bonne idée d'accepter? Donc l'être humain a le choix. D'ailleurs, Ayn Rand a une phrase qui résume bien les choses, elle dit « L'homme est capable de faire de mauvais choix, mais faire un mauvais choix, c'est déjà faire un choix. » Donc contrairement à l'animal, l'homme possède la raison, et parce qu'il possède la raison, il est capable de concevoir un code de conduite qui va lui permettre
de protéger ce qui a de la valeur pour lui, à commencer par sa vie. Donc si on récapitule, la matière n'a pas de valeur parce que la matière n'a pas une vie à préserver. Les végétaux et les animaux ont une vie à préserver, mais ils n'ont pas de conscience. Ils possèdent quelque chose qui a de la valeur, mais ils ne possèdent pas les moyens rationnels, les moyens intellectuels, pour concevoir un code de conduite destiné à protéger ce qui a de la valeur. Ils protègent leur vie sur un mode qu'Ayn Rand qualifie d'automatique. Les végétaux en puisant les nutriments dans le sol et en captant la lumière du soleil, la photosynthèse. Les animaux en suivant leur instinct, en obéissant à leur instinct. Suivre, obéir, autrement dit, absence de choix. Et on en arrive à l'homme. L'homme a le choix parce que l'homme possède une raison. La raison est l'instrument de survie de l'homme. Je vous renvoie ici à mon épisode sur le mythe de Prométhée, dans lequel on a vu que si l'homme ne possédait pas la raison, qui lui permet par exemple de fabriquer des armes nécessaires à sa survie, de fabriquer des outils tout aussi nécessaires à sa survie, qui lui permet de réfléchir avant d'agir, de prévoir les conséquences de ses actes, à plus ou moins long terme, l'être humain n'aurait pas survécu. Les végétaux ont des capteurs chimiques, les animaux ont leur instinct, les êtres humains ont la raison. Sensation, perception, conceptualisation. Mais dans les trois cas de figure, la vie est le but ultime. Elle est la valeur ultime. Elle est ce qui donne aux autres valeurs leur valeur. Partant de là, ce qu'Ayn Rand appelle la morale, ce n'est rien d'autre que le code de conduite forgé par la seule catégorie d'individus capables de forger un code de conduite, à savoir les êtres vivants et conscients, c'est-à-dire les êtres humains. Et ce que prévoit ce code de conduite, c'est que ce qui favorise notre vie est bon, et ce qui menace notre vie est mauvais. Voilà pour la première étape, l'origine des valeurs morales. Donc si vous avez bien suivi, pour Ayn Rand, on a la morale de ses intérêts vitaux. Vous reconnaîtrez ici une certaine influence de Nietzsche. Et donc quand certains disent que la morale est quelque chose de subjectif, ou d'arbitraire, ou d'irrationnel, Ayn Rand leur répond « mais pas du tout ». Pour croire ça, il faut n'avoir rien compris à l'essence de la morale, à savoir premièrement la protection de ce qui a de la valeur, et deuxièmement, la compréhension du fait que ce qui a le plus de valeur, c'est la vie. D'ailleurs, et ça va nous permettre de reprendre un peu notre souffle, petite illustration concrète. Pourquoi considérons-nous que les êtres les plus immoraux sont les criminels? Je mets de côté les nihilistes pseudo-nietzschéens. Les nihilistes pseudo-nietzschéens, ce sont ceux qui partent du principe que toute morale est arbitraire, donc fondée sur rien, et qui, parce qu'ils partent du principe que la morale n'est fondée sur rien, se mettent au défi de faire des choses considérées comme immorales. Je vous renvoie ici au film d'Alfred Hitchcock, La Corde, dans lequel deux étudiants organisent l'assassinat d'un de leurs camarades, parce que leur professeur de philosophie, interprété par James Stewart, leur avait vendu une version sensationnelle de la morale nietzschéenne. On tue parce qu'on est au-dessus de la masse. On tue pour savoir si on est capable de ne pas éprouver de sentiment de culpabilité, soit la légitimation philosophique de la psychopathie. Donc, mis à part ce genre de cas, nous considérons tous que le crime relève de la plus haute immoralité. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que nous savons, inconsciemment ou intuitivement, que la vie est la valeur suprême. La valeur autour de laquelle toutes les autres valeurs sont structurées. Et que donc s'il y a un sens à parler de morale objective, c'est au sens où la vie est objectivement ce qui a le plus de valeur pour l'être humain. Dire le contraire, c'est soit contester pour le plaisir de contester, soit vouloir imposer une autre conception morale. Une autre conception morale
que celle qui s'impose naturellement à nous. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième étape du raisonnement d'Ayn Rand, deuxième étape qui consiste à dire « la morale va de pair avec l'égoïsme ». Et là, je pressens que certains d'entre vous vont commencer à être en désaccord. Alors, pourquoi la morale va-t-elle de pair avec l'égoïsme ? Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. On disait que le moyen de survie de l'être humain, c'était sa raison. Sa raison et sa volonté, bien sûr. Puisqu'une raison sans volonté, c'est une raison improductive. Et une volonté sans raison, c'est une volonté désordonnée. Or, la raison, c'est ce qui rend l'être humain non seulement libre, mais aussi responsable. Individuellement responsable. Alors, d'abord, pourquoi libre ? Eh bien, je vous renvoie à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. L'animal auquel on donne à manger et qui mange sans se poser de questions. L'être humain, lui, est capable de se poser des questions. La question la plus proprement humaine étant la question « pourquoi ? Pourquoi me donne-t-il à manger ? Pourquoi devrais-je accepter ? Et que risque-t-il d'arriver si j'accepte ? » Donc dès lors que nous sommes capables de nous poser des questions, nous n'agissons plus sur un mode purement automatique, comme les végétaux ou les animaux. Nous devenons capables d'agir sur un mode réfléchi. Et agir sur un mode réfléchi, c'est la définition de la liberté. Alors, je sais ce que vont me dire les spinozistes, que même lorsqu'on est quelqu'un de réfléchi, même lorsqu'on n'agit pas sous l'effet d'une pure impulsion, on est quand même toujours déterminé à agir comme on agit. Donc que la liberté n'existe pas. Oui. Mais sauf que Spinoza dit lui-même qu'être libre, ce n'est pas s'extraire du déterminisme. C'est agir en conscience du déterminisme. Je ferme la parenthèse. Donc être libre, pour Ayn Rand, c'est agir en conscience. C'est agir en anticipant les conséquences de nos actions. Et elle appelle ça la concentration. J'aime beaucoup le choix de ce mot parce que je le trouve très parlant. Quand on n'est pas concentré, on agit, mais sans vraiment être là. Sans vraiment être en possession de soi-même. Comme un automate. Ce que nous dit Ayn Rand, c'est qu'à chaque instant, nous faisons le choix d'être concentré ou de ne pas être concentré. De penser ou de ne pas penser. Ça dépend de nous. Il dépend de nous d'agir en conscience ou d'agir inconsciemment. Si vous préférez, c'est de notre responsabilité. Ce qui me permet du coup de répondre au deuxième point. Libre, donc responsable. La raison nous rend responsables. Responsables de nos choix et responsables des conséquences de nos choix. Oui, parce que si vous avez une raison, ça veut dire que vous êtes capable de prévoir ce qui va arriver en fonction de ce que vous avez fait. Quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui sait que s'il conduit en état d'ivresse, il encourt le risque de provoquer un accident. Que s'il manque de respect à quelqu'un, il encourt le risque qu'on lui manque de respect en retour. La rationalité, c'est la capacité à établir la liaison entre un événement A et un événement B qui en est la conséquence. Faire n'importe quoi et se plaindre d'avoir provoqué n'importe quoi, c'est agir sans utiliser sa raison. C'est agir sans concentration. On peut faire le choix d'agir sans concentration. Mais on ne peut pas faire le choix des conséquences qu'on va alors provoquer. Qui veut la cause, veut la conséquence. Ayn Rand a une phrase pour ça, elle écrit « L'homme est libre de choisir de ne pas être conscient, mais non d'échapper aux conséquences de son inconscience. La destruction. » Là, on rejoint exactement la position existentialiste de Sartre, qui consiste à dire « L'homme est entièrement libre, et parce qu'il est entièrement libre, il est entièrement responsable. Il est obligé d'assumer les conséquences de ses actes, parce que c'est lui qui a choisi ses actes. Et donc s'il est vrai que je suis responsable de mes choix, du fait que je possède une raison, ça signifie, en retour,
que les autres sont aussi responsables de leurs choix. Que chacun est responsable de ses choix et des conséquences de ses choix. La morale d'Ayn Rand, c'est une morale individualiste. D'ailleurs, ça c'est une idée qu'on retrouve dès le XVIIIe siècle, chez les philosophes des Lumières. L'idée que raison, liberté et individu sont des concepts indissociables. La raison fait de nous des individus libres parce que la raison est l'instrument du choix par l'analyse et l'anticipation des conséquences de nos choix. Mais sauf que, de la même façon que nous avons tous une raison, il appartient à chacun de nous d'utiliser cette raison. On est libre d'utiliser sa raison ou de ne pas l'utiliser. On choisit de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Il y a des personnes qui ne se comportent pas de manière rationnelle. Il y a des personnes qui n'analysent pas les conséquences prévisibles de leurs actes, qui choisissent de ne pas analyser. Et ça, nous dit Ayn Rand, c'est leur problème. C'est la responsabilité de chacun de diriger ou non sa raison et ses actions vers le but qu'il cherche à atteindre. Étant entendu que le but qu'on cherche tous à atteindre, après la préservation de notre vie, c'est le bonheur. Le bonheur étant précisément ce qu'il y a de plus personnel, ce qu'il y a de plus individuel chez l'être humain. Individuel à la fois dans sa définition et dans son expérience. Dans sa définition parce que chacun a sa propre conception du bonheur, et pour Ayn Rand, rien n'est plus contraire à la justice que de vouloir dicter aux autres ce que devrait être leur bonheur, et dans son expérience parce qu'être heureux, c'est une expérience que l'on vit seul. On peut être heureux au milieu de gens malheureux, comme on peut être malheureux au milieu de gens heureux. Ça ne veut pas dire que le bonheur des uns ou le malheur des autres n'a pas d'influence sur notre propre bonheur, mais ça veut dire que chacun est responsable de son propre bonheur. Chacun est responsable de son propre bonheur. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Et la contraposée, c'est que vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre voisin. Si votre voisin est malheureux, c'est son problème. Votre voisin, il possède une raison, comme vous. Il possède une volonté, comme vous. Il est libre d'agir dans le sens de son bonheur ou de son malheur, et ce n'est pas à vous d'intervenir pour lui dire ce qu'il devrait faire ou ne pas faire pour être heureux. De la même façon que lui n'a pas à intervenir pour vous dire ce que vous devriez faire ou ne pas faire pour être heureux. La liberté, c'est la liberté de se tromper. C'est la liberté de faire ce que l'autre n'aurait pas fait à notre place. Justement parce qu'il n'est pas à notre place, de la même façon que nous ne sommes pas à la sienne, et que donc s'il a envie de faire quelque chose qui nous paraît être du grand n'importe quoi, c'est son problème. Il devra l'assumer. Parce qu'on n'échappe pas aux conséquences de ses actes. Et c'est pourquoi Ayn Rand nous dit que notre bonheur dépend de nos choix. De même que notre malheur dépend de nos choix. Du choix de nos valeurs, du choix de notre attitude, du choix de nos fréquentations. On ne peut pas se retourner vers le voisin et dire « c'est de ta faute, tu aurais dû m'en empêcher ». Non, parce qu'on n'est pas des enfants. Donc on n'a pas à traiter l'autre comme un enfant. Si vous faites de mauvais choix, si vous vous obstinez à faire de mauvais choix, c'est-à-dire des choix qui vous rendent malheureux, c'est votre faute. C'est pas la faute du voisin. De ne pas être intervenu pour vous empêcher de faire quelque chose qui vous a rendu malheureux. Si vous faites le choix de ne pas utiliser votre raison, vous faites le choix de ne pas utiliser votre raison. Vous êtes responsable. Alors je pense que vous commencez à comprendre ce qu'Ayn Rand appelle l'égoïsme rationnel. L'égoïsme rationnel, c'est le principe selon lequel chacun est individuellement responsable de son propre bonheur. Et que, pour atteindre ce bonheur,
il ne faut pas s'occuper du bonheur des autres, du bonheur de ses amis, du bonheur de sa femme ou de son mari. Il faut s'occuper de son propre bonheur. Il faut se concentrer sur son propre bonheur. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait, pour un être vivant, la vie est ce qu'il y a de plus important. En réalité, le plus important, c'est notre vie. La vie, ça ne veut rien dire. On ne vit jamais que sa propre vie. La vie des autres, on ne la vit pas. Donc elle ne nous concerne pas. Alors j'ai bien conscience de ce qu'une telle philosophie peut avoir de déroutant, pour ne pas dire de choquant, de scandaleux. Parce que ça revient à dire, si quelqu'un est malheureux, tant pis pour lui. Si quelqu'un souffre, tant pis pour lui. Ce que dit Ayn Rand, c'est que ça, ce tant pis pour lui, c'est ce que nous pensons tous dans le fond. Ou en tout cas, nous le pensons s'agissant des personnes qui ne comptent pas pour nous, qui ne font pas partie de notre cercle proche, de nos amis, de notre famille. Mais nous n'osons pas nous l'avouer parce que le conditionnement à l'altruisme obligatoire nous fait considérer notre égoïsme structurel, comme quelque chose de honteux. Pour Ayn Rand, ça n'a rien de honteux. C'est juste un constat. Le constat réaliste de la nature humaine. Alors, attention, Ayn Rand ne dit pas qu'il faut être insensible au sort des malheureux. Et elle dit encore moins qu'il faut se réjouir du malheur des autres. Absolument pas. Mais elle dit que rien ne justifie de se sacrifier pour quelqu'un qui n'a pas de valeur à nos yeux. Pas de valeur au sens de valeur sentimentale, de valeur affective. Parce que c'est précisément cette valeur affective qui fait qu'on va se montrer généreux, volontairement généreux. On aide autant qu'on aime. C'est ça l'idée. Quand on n'aime pas, quand il n'y a pas d'engagement affectif ou sentimental à l'égard de quelqu'un, il n'y a pas de raison de se sacrifier pour lui. Même si le tribunal social vous dit que vous devriez, et qu'en ne le faisant pas, vous vous rendez coupable, le fait est que ce tribunal social est composé de gens qui ne le font pas non plus. C'est la phrase de Rousseau. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Tout est dit. Pour Ayn Rand, ce n'est pas le fait d'aider les autres qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est le fait de prétendre que pour aider les autres, il faudrait se sacrifier soi-même, faire passer les intérêts d'autrui avant ses propres intérêts. C'est ça qu'elle critique. Et elle le critique d'autant plus que, dans la réalité, personne ne fait ça. Si vous prenez les sapeurs-pompiers par exemple, qui sont quand même plutôt bien placés en termes d'assistance aux autres. Bon, bien, le sapeur-pompier, son premier devoir, sa première mission, c'est de rentrer chez lui vivant. C'est pas de brûler dans un incendie en ayant voulu sauver un malheureux. Entre soi et l'autre, l'instinct de survie a tranché. Il n'y a que dans les films hollywoodiens qu'on voit ça. Des personnes qui se sacrifient pour des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ce n'est pas que c'est impossible, ce n'est pas que ça n'arrive jamais. C'est que ce n'est pas un code de conduite viable. Ce qui est viable, selon Ayn Rand, c'est que venir en aide aux autres ne soit pas la règle, mais l'exception. Elle appelle ça l'éthique des urgences. Vous l'aurez compris, Ayn Rand a un problème avec l'altruisme. Ou plutôt, ce n'est pas tant qu'elle a un problème avec l'altruisme, c'est plutôt que, selon elle, l'altruisme a un problème avec l'être humain, avec sa liberté et avec sa responsabilité. Officiellement, l'altruisme, et vous allez comprendre pourquoi je dis officiellement,
Officiellement, l'altruisme est une valeur morale soucieuse du bien de l'humanité. Il faut aider les autres, car un monde où chacun aide les autres, c'est un monde harmonieux. C'est un monde solide. Solidaire, solide. Un monde où chacun aide les autres, c'est beau. L'altruisme, c'est beau. L'égoïsme, c'est laid. Il y a une esthétique de la morale altruiste. Une esthétique de l'abnégation, de la privation, du sacrifice. Cette morale altruiste, nous dit Ayn Rand, c'est une mascarade. Et j'emploie ce mot en connaissance de cause. Une mascarade, c'est un masque. C'est du théâtre. Pour deux raisons qu'Ayn Rand va exposer. Première raison, toute action prétendument altruiste est en réalité motivée par un intérêt égoïste. Vouloir le bien de l'autre, c'est avoir un intérêt à vouloir son bien. Et quand on se sacrifie pour l'autre, quand on se sacrifie volontairement pour l'autre, pas parce qu'on nous l'a demandé, pas parce qu'on nous l'a imposé d'une manière ou d'une autre, quand un sacrifice est volontaire, ce n'est pas un sacrifice. Ayn Rand prend un exemple, un homme qui apprend que sa femme a une maladie. Cet homme aime sa femme. Il veut son bien. Il veut sa santé. Il veut son bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et que ça le rend malheureux que sa femme soit malade. L'idée même qu'elle puisse mourir lui est insupportable. Il ne pourrait pas vivre sans elle. Donc que va faire cet homme ? Il va utiliser tout son argent pour payer ses frais médicaux. Il va sacrifier toutes ses économies pour la sauver. Est-ce que c'est un sacrifice ? Non. Parce qu'un sacrifice, c'est une perte. Un sacrifice, c'est un renoncement. Or ici, l'homme ne perd pas, il gagne. Il ne renonce pas. Il obtient une satisfaction bien plus grande que celle que lui aurait procurée une autre utilisation de son argent. Conclusion, l'homme ne sauve pas sa femme pour elle, il la sauve pour lui. En dépensant toutes ses économies pour la sauver, il achète son propre bonheur. Il ne se sacrifie pas pour elle, parce qu'il ne se sacrifie pas tout court. Son altruisme a une motivation égoïste. Et ce qui est valable pour cet homme est valable pour tout le monde. Pour celui qui donne une pièce à un mendiant, et qui, après l'avoir fait, se dit « Je suis quelqu'un de bon. Je suis venu en aide à un malheureux qui m'a dit merci, qui m'a souri. C'était agréable, et ça m'a pas coûté cher. » C'est valable pour celui qui offre un cadeau à quelqu'un, sans oser admettre que si la personne à qui il offre ce cadeau ne fait pas un geste en retour, il va être déçu. Il va lui en vouloir. Autrement dit, derrière toute action altruiste, il y a une attente. Il y a un intérêt qui cherche à être satisfait. Première raison. Deuxième raison pour laquelle l'altruisme est une mascarade, c'est que le seul altruisme qui existe réellement, c'est l'altruisme de la posture, l'altruisme du discours. Prenons le cas de ceux qui dénoncent les injustices et qui en appellent à la mobilisation et à la générosité des autres. Je ne parle même pas de ceux qui en font leur métier, c'est-à-dire de ceux qui gagnent leur vie sur la générosité des autres et qui ont besoin que les injustices perdurent parce que sinon, ils perdent leur gagne-pain. Ces personnes-là sont persuadées d'être du côté du bien moral. Je dénonce la faim dans le monde. Je dénonce la dictature. Je dénonce les massacres au Moyen-Orient. Et je dis aux gens de se mobiliser pour que ça cesse. Je suis quelqu'un de bon. La preuve, je défends les opprimés. Je demande aux autres de se grouper derrière moi. Et s'ils ne le font pas,
s'ils ne m'écoutent pas, c'est qu'ils sont égoïstes. C'est qu'ils cautionnent les injustices, voire qu'ils en sont complices. Et s'il faut les forcer à rejoindre ma ligne morale, s'il faut les contraindre à devenir altruistes, eh bien on les contraindra. On les contraindra par les lois, ou par la pression sociale, par la culpabilisation. Imposer l'altruisme pour imposer le bonheur. C'est ça que dénonce Ayn Rand. Le discours moralisateur au service de la tyrannie. Le discours culpabilisateur au service de l'auto-gratification. Prendre l'autre en otage au nom de la générosité. Certains d'entre vous connaissent peut-être le sketch de Jérémy Ferrari, dans lequel il parle de l'association Action contre la faim, et où il raconte comment Action contre la faim envoie des courriers culpabilisants à ses donateurs pour leur réclamer de l'argent. Des courriers du genre « Si vous nous aviez envoyé 7 € la dernière fois, cet enfant dont voici la photo serait encore vivant. » Et Jérémy Ferrari s'étonne du fait que le bilan comptable d'Action contre la faim accuse 40 millions d'euros d'excédent. En cas, je cite, de coup dur. Je vous recommande d'aller voir ce sketch. Au-delà du cynisme et de l'humour noir, l'information qui est à retenir ici, outre le fait qu'une association caritative puisse être en excédent, c'est à quel point on a normalisé le fait que pour mobiliser l'autre, pour activer sa générosité, il fallait utiliser le levier de la culpabilité. Associer l'altruisme à une obligation sociale. Pour Ayn Rand, être égoïste ne veut pas dire être indifférent au sort des autres, être insensible, être sans cœur. Être égoïste ne veut pas dire ne pas aider les autres. Être égoïste veut dire avoir un intérêt à aider les autres. Et si vous trouvez ça choquant, qu'on puisse vouloir trouver un intérêt à aider les autres, bien vous devriez être tout aussi choqué par le fait que quand vous faites un don à une association, ce don est déductible de vos impôts. Pourquoi rendre les dons déductibles des impôts, sinon parce qu'on sait que c'est un argument en faveur de la générosité. L'idée de contrepartie. C'est ça le réalisme moral dont parle Ayn Rand. Le réalisme moral, c'est la morale qui s'affranchit des idéaux, qui s'affranchit des illusions morales. Car de la même façon qu'il n'y a pas d'amour désintéressé, un amour désintéressé pour Ayn Rand, c'est une contradiction dans les termes. Il y a toujours un intérêt à l'amour. L'intérêt de celui qui aime, c'est l'amour et le bonheur de celui qui est aimé. De la même façon qu'il n'y a pas d'amour désintéressé, il n'y a pas de générosité désintéressée. Il n'y a pas d'altruisme désintéressé. Tout est intérêt. Direct ou indirect, matériel ou immatériel, officiel ou officieux. Voilà pourquoi, selon Ayn Rand, le seul modèle d'altruisme qui puisse réellement fonctionner, c'est le modèle de l'altruisme non sacrificiel, de la générosité non sacrificielle, de l'altruisme fondé non pas sur la culpabilisation, mais sur la valorisation. Donner de la valeur aux choses afin de donner l'envie de défendre ce qui a de la valeur à nos yeux. Transformer la contrainte en intérêt. Transformer l'obligation en liberté. Je cite. L'homme agit suivant un code de valeurs qui guide ses choix, ses actions et fixe le but et le cours de sa vie. Contrairement à un robot, seule une entité vivante peut avoir des objectifs ou en créer. Et la principale norme d'un organisme vivant est déterminée par ce qui est requis pour sa survie, son adaptation à l'environnement. On comprendra alors pourquoi, épistémologiquement, le concept de valeur tire son origine du concept de vie.
Si une simple plante s'adapte de manière innée suivant la détermination fixée par la nature, la survie des organismes supérieurs tels que les hommes dépend d'une sphère d'action proportionnelle à l'étendue de leur conscience. C'est la propre conscience de l'homme qui découvre les objectifs, les moyens et les valeurs dont dépend sa vie. Pour cela, sa conscience opère une conceptualisation qui, par la pensée, donne naissance à la raison. Penser n'est pas automatique. Chacun reste libre d'éviter cet effort. Mais pour sa survie, l'homme doit prendre l'initiative d'entreprendre des actions raisonnées pour savoir, par exemple, comment cultiver sa nourriture ou fabriquer ses outils de chasse. Tout ce dont il a besoin doit être le fruit de son propre travail, de son propre effort, de son propre esprit. Ces actions dites raisonnées, il doit en assumer la responsabilité pour en supporter les conséquences. Étant libre de choisir, il peut agir comme son propre fossoyeur. C'est pourquoi la première norme par laquelle on juge ce qui est bon ou mauvais pour l'homme est la vie de l'homme, c'est-à-dire ce qui est requis pour sa survie. L'être rationnel utilisera la réflexion et le travail productif comme méthode de survie. L'éthique objectiviste considère ainsi la vie de l'homme comme le fondement de toute valeur, et sa propre vie comme le but éthique de chaque individu. Aucune autre valeur ne doit l'emporter sur notre perception de la réalité. Cela signifie assumer la responsabilité de la formation de notre propre jugement et de vivre du travail de notre propre esprit. C'est la vertu d'indépendance. Mais aussi de ne jamais tenter de falsifier la réalité. C'est la vertu d'honnêteté. Cela signifie aussi que nous ne devons jamais chercher à nous approprier ce que nous ne méritons pas ou ce qui ne nous revient pas de droit. C'est la vertu de justice. Nous ne devons jamais désirer des faits sans cause, et nous ne devons jamais donner naissance à une cause sans en assumer pleinement la responsabilité. L'altruisme a détruit le concept de fraternité en impliquant que valoriser autrui signifie se sacrifier soi-même. Un amour désintéressé est une contradiction. Cela signifie que l'on est indifférent à ce que l'on valorise. Mettre en pratique l'amitié et l'amour consiste à incorporer le bien-être rationnel de la personne aimée dans notre propre hiérarchie des valeurs et agir en conséquence. Il s'agit toutefois d'une récompense que la personne aimée doit mériter en fonction des vertus qu'elle pratique. Les autres hommes ont une valeur parce qu'ils sont de la même espèce que nous. En vénérant les entités vivantes, nous vénérons notre propre vie. Voilà le fondement psychologique de toute sympathie, empathie et de tout sentiment envers l'espèce. Et c'est en vertu de la valeur humaine que l'on aide les autres en cas d'urgence, inondation, incendie, ou occasionnellement lorsqu'on est sensible à la souffrance d'autrui. Cela ne veut pas dire qu'il faut subordonner sa vie au bien-être d'autrui. Toute aide apportée est une exception et non une règle imposée, un acte de générosité et non un devoir moral impératif. Qu'arrivera-t-il aux pauvres dans une société objectiviste ? Eh bien, si vous voulez les aider, vous n'en serez pas empêché. Si Ayn Rand prône l'égoïsme, et si elle rejette aussi radicalement ce qu'elle appelle la morale sacrificielle, à savoir l'altruisme obligatoire, c'est parce qu'elle n'admet pas que l'altruisme puisse être utilisé comme un instrument de mise en esclavage de l'autre. Constatez par vous-même les réactions que vous suscitez autour de vous quand vous dites ne pas vouloir faire quelque chose et que, ce faisant, vous ne remplissez pas les attentes de l'autre. Vous vous faites traiter d'égoïste. Vous vous faites traiter d'égoïste par quelqu'un qui considère que vous devriez faire passer ses attentes avant les vôtres. Autrement dit, vous vous faites traiter d'égoïste par quelqu'un qui est mécontent que vous ne soyez pas à son service, que vous ne soyez pas son esclave. Comme disait Henri de Régnier, l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. L'égoïsme rationnel prôné par Ayn Rand, ce n'est pas un égoïsme de l'indifférence au sort des autres. Ce n'est pas un égoïsme du mépris de l'autre.
C'est un égoïsme de l'estime de soi et de la responsabilité personnelle. Un égoïsme qui consiste à dire ⁇ Je ne suis pas responsable de toi comme tu n'es pas responsable de moi. Nous sommes chacun responsables de nous-mêmes. Et si tu ne peux pas me demander de me sacrifier pour toi, je ne peux pas non plus te demander de te sacrifier pour moi. L'égoïsme rationnel, ce n'est donc pas traiter l'autre comme un objet. C'est au contraire le traiter comme un sujet. Et c'est refuser qu'il nous traite comme un objet. Penser à soi et ne rien exiger des autres, plutôt que de penser aux autres, mais ne rien exiger de soi. Je vous remercie.